voudrais excuser donc Jean-Marie Carrier qui est retenu pour une soirée d'information concernant Vivalia, Laurence Jamagne. Michel Bonjean et Chantal Rass sont également retenus. Ok, ça va. Et Nathalie Cornet. Et Nathalie Cornet. Voilà. Il y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la réunion précédente? Non. Alors vous avez vu qu'il y a quelques points donc, qui ont été ajoutés en dehors donc, du premier jet de l'ordre du jour. Il s'agit essentiellement, tout simplement, les dossiers sont arrivés après la communication de l'objet du Conseil communal. Ce sont essentiellement donc, des points concernant les assemblées générales de l'intercommunal. On y a ajouté donc, un règlement complémentaire de circulation routière ainsi qu'un avenant au plan triennal. Et il y aura l'occasion d'en parler, donc c'est à Baumann. Et finalement, donc aussi, bien encore tout après, la composition et la répartition des administrateurs communaux et provinciaux au niveau du Vivalia. Il n'y a pas de remarque par rapport à l'ajout de points supplémentaires. La première fois, c'était ça. Non. Alors, donc, on va commencer par le pas de consistance, le point 2, donc, qui est la présentation donc, des comptes communaux de l'année 2017. Voilà. Oui, voilà, et je n'ai pas dit ce que le point 1 est retiré. Retiré? Oui, retiré provisoirement. Il sera présenté au prochain conseil, donc le 13 juin, si mes souvenirs. Ah, c'est maintenu. C'est maintenu. Oui, C'est on maintenu. va se poser au 13 juin. Voilà, bonsoir tout le monde. Pour commencer, je souhaite faire deux, trois petits remerciements par rapport aux personnes qui m'ont aidé à réaliser ce travail. Pour commencer, Francky, puisqu'on a quand même coaché plusieurs soirées, il m'a aidé assez bien dans l'analyse de ces chiffres. Comme vous pouvez le voir ici, il m'a gentiment vendu cher ces tableaux qui sont quand même très précieux parce que le travail est nettement plus facile assis, donc je le remercie grandement. Je tiens aussi à remercier Elvire pour sa disponibilité, pour son écoute, pour ses conseils et surtout pour le fait qu'elle a fait tout ce qui était en sa capacité pour que le timing serré soit respecté, et ce malgré les circonstances qui n'étaient peut-être pas forcément toujours évidentes. Voilà, je la remercie. Et alors pour terminer, un merci à Paul pour sa réactivité, pour sa bonne humeur, pour ses bons conseils, et un merci particulier parce que c'est son dernier compte. Voilà, merci à tous. Donc je commence. Donc, au niveau du compte, on va commencer par le résultat. On le voit ici, donc le résultat de l'exercice propre s'élève à environ 674 000 €. On l'obtient facilement en soustrayant les dépenses des recettes. Et si on regarde le résultat global, on est à presque 1 million, puisqu'on est à 932 000 €. Si je passe aux recettes, on compare le compte 2016 et le compte 2017. Ici, donc, on compare le compte. On voit qu'en ce qui concerne les recettes de prestations, on est à 732 000 €, ce qui représente une augmentation d'environ 8%. Les augmentations... Qu'est-ce que vous avez dans excuse-moi. Pas de souci. Je t'en prie. Les différences, je les expliquerai après. Ici, je donne d'abord les chiffres généraux. Ce qu'on voit au niveau des recettes de transfert, on est à presque 16 millions d'euros. On a une légère diminution. Et au niveau des recettes de dette, là, on est à un peu plus d'1 million, avec une variation assez importante, puisqu'elle est proche des 90%. Et donc, au niveau du total général, on a des recettes pour presque 20 millions, à savoir 19 416 000 €. J'en viens donc aux explications des différentes variations. Donc, si on regarde au niveau des recettes de prestations, ça s'explique principalement par le poste autres, avec plus ou moins 6%. Au niveau des recettes de transfert, on voit qu'on a une augmentation d'environ 160 000 € du précompte immobilier, ce qui est normal, ce n'est pas un phénomène
particulier. Pardon. Si on regarde au niveau de l'IPP, on voit là par contre qu'on a une diminution assez significative puisqu'elle est proche des 400 000 €. En fait, ce qui se passe, on le voit quand on regarde les années précédentes. En 2016, on avait un IPP qui était presque à 3 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une modification au niveau légal et on voit qu'en 2015, en parallèle, on était nettement au plus bas puisqu'on était à 1,8 million. Si on regarde, et c'est là que c'est à la limite plus intéressant, les années précédentes, on voit que la norme se situe aux alentours de 2,5 millions d'euros, qui correspond donc à l'année 2017. Donc c'est plutôt 2016 et 2015 qui étaient deux années un peu particulières à ce niveau-là. Voilà. Au niveau des autres modifications, on a une augmentation, mais c'est lié principalement aux taxes. On a une petite augmentation au niveau de la subvention de l'enseignement. Et au niveau des recettes, c'est principalement une augmentation par rapport à 2016 de 440 000 €, qui vient principalement donc aussi de la régie foncière, qui explique la différence significative de environ 88% que l'on trouve ici. Voilà pour les recettes. Au niveau dépenses, on regarde 2017 toujours par rapport à 2016. Qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'au niveau du personnel, on a une augmentation d'environ 4%. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on a à peu près 5%. Au niveau des dépenses de transfert, environ 6%. Et au niveau de la dette, là on a une diminution d'environ 2%. On peut déjà regarder le tableau ici. Au niveau du personnel, là malheureusement c'est principalement lié aux augmentations et aux indexations. Au niveau du fonctionnement, c'est vrai qu'il y a une augmentation peut-être un peu plus importante, mais de nouveau c'est à mettre en parallèle avec l'année 2016 où là on constate qu'il y avait presque pas d'augmentation au niveau du fonctionnement. Donc si on fait la moyenne, on est tout à fait dans la norme. Je passe quand même le tableau en revue pour expliquer certaines augmentations. Je les ai mis en couleur. Au niveau du personnel, donc, on en a parlé, c'est principalement les indexations et certaines augmentations obligatoires. Au niveau déchets, on a une augmentation d'environ 80 000 €. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une explication à proprement parler. Au niveau du carburant, de nouveau, c'est l'inflation, on va dire, et l'augmentation des coûts du pétrole qui font qu'on a forcément un peu plus, puisqu'on passe d'environ 100 000 à 120 000 cette année. Au niveau de l'électricité, l'explication est fort proche, puisque c'est lié au coût du produit en lui-même, à savoir l'électricité. On voit aussi qu'on a une augmentation au niveau de tout ce qui est travaux et fournitures pour la voirie. Ça, c'est lié au fait qu'on a voulu améliorer l'état de notre voirie et que certains travaux ont été faits parce qu'on estimait qu'en fonction d'autres chantiers, il était nécessaire de le faire. Ça, c'était en ce qui concernait tout ce qui était dépenses de fonctionnement. Au niveau des dépenses de transfert, là, malheureusement, c'est des dépenses qui, en général, nous sont imposées, pour lesquelles on n'a pas beaucoup de prise de décision. On voit on a une augmentation au niveau de la zone de police. On a une petite augmentation au niveau des subventions des associations. Ici, j'ai mis l'augmentation ici dans le poste autre, puisque c'est vrai que quand on est autre, on n'a pas forcément toujours d'explication. On l'explique par trois éléments. Il y a notamment un
le poste mise en non-valeur qui a dû être un peu plus élevé. Ça, c'était suite à une demande de la tutelle. On a eu une contribution un peu plus importante au niveau du secteur et au niveau de la DL. Et là. Et alors, au niveau du reste, je pense que j'ai principalement tout expliqué. Ici, c'est pour faire un peu le point sur l'état de la trésorerie au 31 décembre 2017. On voit qu'on a une trésorerie courante d'environ 6,5 millions d'euros. La trésorerie des emprunts s'élève quant à elle à moins 400 000 €. Et donc, la trésorerie finale s'élève à environ 6 millions d'euros également. Au niveau des réserves et provisions, on voit ici, on a toujours notre fonds de réserve ordinaire qui s'élève à 1 350 000 €. On a notre fonds de réserve extraordinaire qui lui s'élève à 1 107 000 €. On a toujours la fameuse provision pour risques et charges pour son mandataire de 450 000 €. Et alors, si on fait le total, on arrive à presque 3 millions d'euros, soit 363 000 € en plus par rapport à l'année 2016. Ici, j'ai quand même voulu montrer ce petit tableau explicatif parce que je trouve qu'il est assez intéressant et assez parlant. Donc en fait, c'est le ratio relatif à la dette. Et je pense que c'est ce tableau qui est le plus parlant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on compare la charge annuelle de la dette, donc la part communale, par rapport aux dépenses ordinaires de l'exercice propre. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la tendance est clairement à la diminution, ce qui peut avoir comme conclusion de nous faire dire que notre dette est quand même bien maîtrisée. Voilà pour l'ordinaire. Ici, j'ai fait un petit résumé de tout ce qui concerne l'extraordinaire. J'ai fait deux catégories. J'ai pris tout ce qui concernait l'exercice propre. Donc, à l'exercice propre, les gros points sont notamment les routes, le chantier des routes de Palange, les routes à Verlaine. On a évidemment les envisages. On a la passerelle en Charente, les voiries agricoles à Aisne, la brosse de rue. Et alors, si on reprend ces différents postes, ça correspond à environ 2 millions sur les 2 800 000, soit environ 75% qui est expliqué ici. Si on reprend ce qui concerne les exercices antérieurs, là on a bien évidemment l'école de Togne, les honoraires pour la rénovation de l'école de Haye, on a l'aménagement de la traversée d'Usier, la maison de village à Var, les routes à Opagne et Bon, et bien évidemment l'aménagement de la crèche aux eaux. Voilà. Et alors, hop, le dernier slide, je trouvais que ça valait la peine aussi, comme on le fait habituellement, de faire une petite comparaison entre le compte 2017 et la dernière modification budgétaire de 2017. Et ce que l'on peut tirer comme conclusion, c'est qu'on est quand même assez proche de ce qui avait été prévu lors de la dernière modification budgétaire, puisque si on regarde le ratio de réalisation, on est à environ 98%, que ce soit en recettes, mais également en dépenses. Et pour refaire une petite parenthèse, si on prend la fameuse recette préfigurant les dépenses non engagées qui correspond, pour je le rappelle, à 3% du montant du personnel et de la dette, donc les deux postes pris en vert, on arrive à 258 000 €. Or, si on regarde nos dépenses réellement non engagées en 2017, on est à un peu plus de 400 000 €. Donc, dans l'absolu, on est clairement bon. Voilà. Je pense avoir fait le tour et j'écoute vos questions, vos remarques.
Et j'espère pouvoir répondre. Ou en tout cas, je prends des notes et je vous répondrai rapidement, parce que c'est vrai que pour moi, c'est particulier, étant donné que j'ai fait ça il y a seulement 3 mois. Mais voilà. Merci pour votre indulgence. La progression fera aussi devoir coach de Fabrice. Voilà, alors juste 2 petits conseils pour quand tu présenteras la modification. Parle plus fort, C'est vrai. parce qu'au fur et à mesure de la présentation. Là, bon, ben, on va mettre ça sur le compte de la timidité la première fois, mais je suis sûre que dans le fond de la salle, il n'a pas entendu. Et alors, arrête de bouger la souris, ça me donne la Voilà, donc on comprend bien. Non, je ne sais pas les autres, mais bon, voilà, ça c'est toujours le petit clin d'œil du début. Voilà, sinon, ben, voilà, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. Et quand on tombe dedans, merci Fabrice. Donc voilà, les comptes, il n'y a jamais grand chose à dire, hein, c'est une image de ce qui s'est passé, donc on ne peut pas s'étendre indéfiniment. Bien entendu, il y a une augmentation des dépenses de 665 000 à l'exercice propre, compensée grandement par le boni de la régie foncière, donc heureusement. On verra plus tard que ce n'est pas toujours la même chose, donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à la maîtrise des dépenses à exercice propre. Les dépenses de personnel, évidemment, là on n'y peut pas grand-chose. Mais bon, il y a quand même les autres, donc là c'est vrai qu'il faut quand même toujours faire très attention parce que ce sont les dépenses justement qui grèvent le budget. Alors tu as parlé donc de l'augmentation des dépenses de déchets et tu ne savais pas trop pourquoi c'était. Moi je crois que ça vaudrait peut-être la peine d'analyser les postes qui ont augmenté. Parce que le parc à containers, il y a une mutualisation, mais est-ce que ce sont les collectes en porte-à-porte? Est-ce que tu vois, il y a différents postes, parce que ce sont les agriculteurs, les plastiques, enfin les poubelles publiques. Essayez de voir d'où ça vient, parce que si cette augmentation vient d'une gestion des déchets de notre population, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a plus vraiment fait de campagne dans le journal communal ou quoi pour bien réexpliquer l'utilité. Ben ça, on a déjà vu à la commission des déchets, on avait dit qu'on remettrait papier ou quoi. C'est vraiment important de rappeler l'utilité de trier. Peut-être on a vu qu'il y avait des nouveaux habitants, ben leur rappeler que la taxe c'est pour 26 passages, hein, qu'il faut qu'ils essayent de gérer tout ça. Donc je pense que ce n'est pas inutile d'essayer de rappeler à la population la gestion des déchets qu'on essaye d'établir ici sur la commune. Et ça vaut quand même la peine d'essayer, bon ça c'est peut-être un travail pour la commission déchets, mais d'essayer de voir d'où vient cette augmentation. Parce que nous, on avait justement constaté à la dernière commission qu'en termes de kilos, ben, il y avait des choses qui diminuaient. Alors est-ce que c'est la partie résiduelle? Enfin bon voilà. Donc je crois que c'est quelque chose sur lequel ça vaut la peine de se pencher parce que ça grève évidemment l'augmentation des dépenses à l'exercice propre. Alors, ben, l'augmentation des voiries, comme on dit toujours en rigolant, ben, la veille de l'année ou l'année des élections, on fait toujours beaucoup de dépenses de voiries. Ben, ma foi, cette bonne guerre est tendue pour la population. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas maintenir ce niveau-là chaque année. Et sinon, ben, la dette est maîtrisée, tant mieux. Comme j'ai dit, c'est une photo, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand-chose à dire et merci. Juste une petite précision, je me suis peut-être mal exprimé par rapport au poste déchets. Et ce que je voulais dire, quand on analyse justement les différentes sous-rubriques, il n'y en a pas une qui sort du lot, tu vois, c'est plusieurs sortes de petites augmentations. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, il faut... ça ne mange jamais de pain de... Tout à fait. Merci Fabrice. Oui, je vais... Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier Fabrice, hein, parce que c'est une première et c'est toujours un test. Et je lui souhaite bon courage aussi. Le travail est ardu. Alors, la remarque que je voudrais cependant faire, c'est que le boni à l'ordinaire diminue d'année en année. Donc, de 1 269 791 et quelques cents, en 2016, il passe à 931 711 en 2017. Et donc, je reviens un petit peu ici avec la question, est-ce que ceci pourrait être dû aux 3% d'augmentation virtuelle inscrite au budget qui pourrait avoir comme conséquence la diminution progressive du boni. Et donc, en sachant que pour y remédier, il n'y a que 2 solutions possibles, c'est soit diminuer les dépenses, soit augmenter les recettes, ce qui n'est jamais très apprécié, évidemment. Et voilà, c'est la simple remarque que je voulais faire parce que le compte est correct et bien tenu. Mais
Je peux peut-être juste répondre par rapport aux 3% virtuels. Je dirais que ça n'a pas réellement un impact, étant donné que c'est quelque chose qui se répète d'une année à l'autre, et donc forcément, dans l'absolu, cette somme-là est chaque fois là, donc ça n'aurait pas énormément d'influence. Comme réponse aussi qu'on a 1 million de boni à l'ordinaire, c'est exceptionnel, que ce soit 1,2 million ou 1 million. Je ne pense pas qu'il faut épingler une diminution, c'est un boni confortable. Voilà, ici, il suffit de renoncer à des projets de l'un et d'autre pour faire varier les livres. Voilà, donc ici, on a clairement, je pense, nous, la grande satisfaction de présenter un boni d'1 million d'euros. Je profite peut-être aussi, Philippe, si tu permets, de l'occasion qui m'est donnée, juste pour donner deux chiffres, parce que j'ai eu l'occasion de voir une personne de chez Belfius et qui m'a un petit peu expliqué le profil de la dette de la commune de Duruy. Et elle m'a quand même plusieurs fois dit que notre profil était quand même vraiment bon. Et je cite quelques chiffres ici. Quand on regarde, par exemple, la durée moyenne de remboursement de nos crédits, on est en dessous de 6 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel, puisque si on regarde la moyenne de remboursement des dettes sur la région wallonne, on est au-dessus de 13 ans. Donc ça c'est quand même un point qui est quand même très bon. Autre ratio qui est quand même vraiment à mettre en évidence aussi, c'est le taux moyen de nos emprunts. Donc on se situe à environ 2,2%. Ça aussi c'est des taux qui sont quand même fort bons et qui sont la preuve qu'il y a une bonne gestion derrière et à vouloir bien faire. Et alors le dernier élément, c'est quand on regarde aussi le tableau, je peux le montrer ici, de l'évolution du sol descendu. On voit, ben voilà, ici c'est nos emprunts, et on voit qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sur les 7 millions, ben après 5 ans, on a déjà remboursé 5 millions. Donc voilà, ça c'est quand même des éléments. Et la personne qui a fait son exposé disait que c'était franchement positif pour la communauté. Merci. Fabrice, tu parles du profil là, qui est fait par Dexia, et c'est vrai qu'ils viennent toujours le présenter. Oui, c'est mieux. Merci. Par Belfius. Et c'est vrai qu'il est toujours, voilà, il est présenté à la commune. Et alors moi je pensais naïvement que c'était à disposition de la majorité, mais en fait j'ai rencontré des personnes qui travaillent à la région wallonne qui m'ont dit que normalement c'est à disposition de tous les groupes. Alors j'aurais bien voulu savoir si le groupe écolo, si Chantal et nous, le groupe PS, on pouvait en avoir une copie, s'il vous plaît. Un grand plaisir. Merci. Eh bien, merci aussi. On a reçu le profil socio-démographique aussi. Oui, ça aussi, c'est vrai que ça. Comprends. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Non, je vais donner. On va passer au vote, si on veut éteindre le projecteur. C'est deux fois. Alors, nous allons passer au vote pour approuver donc, les comptes communaux 2017. Oui. Bah, par cohérence, non. Non. Non, par cohérence également. Oui. 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 Oui, oui. Et oui. Là, donc, on va passer au compte de la régie foncière. On vous demande d'approuver donc à l'ordinaire, donc il y a des droits constatés donc pour 1 655 engagements, 3 621 pour un résultat budgétaire de 4 000 €. Au niveau des droits constatés, quand on fait la différence avec les imputations, donc un bonus de 71 000 €. À l'extraordinaire, donc on a aussi bien au niveau du résultat budgétaire qu'au comptable un bénéfice de 444 000 €. Alors, au niveau du bilan, nous avons des actifs et du passif par montant de 14 343 000 € qui s'équilibre évidemment actif-passif. Au niveau du compte de résultat, donc on a ici un Mali de 59 000 €,
avec des charges pour 851 et des produits pour 792 000 euros. Donc c'est peut-être la première fois qu'on présente un Mali au niveau des comptes de résultats pour une raison très simple, c'est que les dernières, nous n'avons pas vendu de lot au niveau de nos différents lotissements. Je peux te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, en mai 2018, on a vendu 5 lots, qu'on a eu des dépenses aussi relativement importantes puisqu'on a acquis une quinzaine de parcelles donc en zone HP, ce qui représente une dépense aussi de 150 000 euros. Et que si on n'a pas vendu de lot, on a aussi eu des frais d'équipement assez importants au niveau du lotissement de Ouéris. Donc on est équipé pour lequel on est en train de, maintenant de faire la publicité. Je me pense un instant que c'est un lotissement qui aura beaucoup de succès. Donc ici, il était décidé que le Mali serait comblé donc, par la réserve extraordinaire de la régie foncière qui s'élève donc à plus de 2 millions d'euros. Exactement par cas de 1 656 000 euros, puisque le Conseil des dernières avait approuvé de constituer, donc de verser 5% du boni et d'alimenter donc une réserve extraordinaire. Donc voilà. Vous approuvez les chiffres, vous avez des questions. Donc il n'y aura pas de transfert de 440 000 cette année au budget de la commune. Donc sur l'année, donc ici pour les comptes 2017, ça a été alimenté donc, par le boni 2016. Donc en 2018, donc, il n'y aura pas de boni versé par la régie foncière puisque nous sommes ici, en tout cas pour ceux de l'année en cours, en déficit de 59 000. C'est bien ce que j'avais compris. Mais nous avons des réserves, comme je l'ai dit, pour 2 650 000 euros. Oui, il n'y a pas de souci pour la régie foncière, mais quand on voit ici les comptes que Fabrice vient de passer qui ont été équilibrés, et c'est heureux en grosse partie grâce aux 444 000 transférés de la régie foncière, d'où toute l'importance de ma précédente remarque de dire qu'il faut vraiment faire attention à maîtriser les dépenses à l'ordinaire cette année. Comme je le rappelle, on le rappelle chaque année, si la commune n'avait pas de régie foncière, on ne parlerait même pas que les comptes communaux soient alimentés par la régie foncière, puisque ça ferait partie intégrante des comptes de la ville. C'est parce que c'est une caractéristique du RUI d'avoir une régie foncière, ce qui permet de gérer avec toute souplesse, je veux dire, le patrimoine de la ville. Donc, voilà. Oui, non, mais c'est très bien, mais si on peut en parler quand il y a un transfert de boni, on peut aussi souligner quand il n'y en a pas. Je n'ai pas répondu à cela, je parlais tout simplement que je dis toujours, heureusement que la régie foncière est là, mais s'il n'y a pas de régie foncière, on n'en parlerait pas puisque ça serait intégré d'emblée dans la gestion courante de la ville. Passons au vote, vous approuvez donc les comptes et les bilans et comptes de résultats? Oui. Non. Non. Oui. 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 Merci. On va passer au point, donc, au point de fabrique d'église. Donc, fabrique d'église de Baumann, compte 2017. Enfin, voilà, Fabrice, je vais te laisser passer les 3 points 5, 6 et 7 qui concernent Baumann, Opagne et Villers-Sainte-Gertrude. Tout à fait. Donc en ce qui concerne la fabrique d'église de Baumann, on a des recettes pour 24 247 euros, des dépenses pour 13 000 euros, un boni de 11 238 euros et une intervention communale ordinaire de 7 681 euros. En ce qui concerne les comptes de la fabrique d'église de Opagne, on a des recettes pour 19 057 euros, des dépenses pour 10 200 euros, un boni de 8 851 euros et une intervention communale de 12 780 euros. Et alors, en ce qui concerne les comptes de la fabrique d'église de Villers-Sainte-Gertrude, nous avons des recettes pour 23 000 euros, des dépenses pour 18 078 euros, un boni de 4 948 euros et une intervention communale ordinaire de 10 645 euros. Il y a des questions sur les 3 points fabrique d'église? Donc, point 8, rapport d'activité 2017 du COD. Voilà, donc j'imagine que vous avez tous bien reçu le rapport d'activité du COD. S'il y a des questions, j'y répondrai. Moi, je tiens juste à souligner certains éléments qui me paraissent assez intéressants à mettre en avant. Tout d'abord, en ce qui concerne la fréquentation de la piscine, intéressant de souligner que ce sont quand même 11 communes différentes qui ont la chance de pouvoir faire profiter leurs élèves de nos installations. Ça représente sur l'année 2017 près de 50 000 élèves qui sont venus à la piscine. Ça, c'est le premier chiffre à souligner. En ce qui concerne la fréquentation par les clubs,
On a déjà environ 20 700 entrées. Les stages aussi, au niveau du COD, ce sont environ 20 stages qui sont organisés chaque année et qui regroupent près de 2000 entrées à la piscine. Au niveau du public, et c'est là qu'on a certainement un résultat intéressant cette année, puisque en 2017, on a dépassé le cap des 50 000 entrées, avec précisément 50 428 entrées. Et ce qui est également à souligner, c'est le nombre d'abonnements, puisqu'on a 550 abonnements enfants et 1155 abonnements pour les plus de 13 ans. Et donc, au total de l'année, on a 122 928 baigneurs qui sont passés, soit une augmentation de presque 6 000 entrées par rapport à l'année 2016. Et ça, c'est un chiffre qui est vraiment intéressant. Au niveau des installations, il y a 3 modifications importantes qui ont été réalisées. La première, c'est que l'on a placé une climatisation dans les cuisines du restaurant afin d'offrir un meilleur confort. On a aménagé une salle supplémentaire à l'étage afin d'avoir une offre encore plus complète pour les différents clubs. Et le dernier élément, ce sont des travaux au niveau de la toiture pour de nouveau améliorer la qualité du bâtiment. Ça, c'était concernant les activités. Et alors, au niveau des comptes, je ne vais pas passer tout en revue, mais je souligne quand même un élément qui moi me paraît intéressant, c'est qu'au niveau du budget, on avait prévu une perte de 318 000 €, et finalement on a réussi à maîtriser cette perte et à l'équilibrer à environ 300 000 €. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal, parce que c'est vrai que la gestion d'une piscine n'est quand même pas quelque chose de facile, et je pense que le personnel qui est présent là-bas fait vraiment de son mieux et pour que la gestion soit optimale. Voilà, je pense qu'il y a des questions de Bernard. Je pense que vous avez déclaré en effet au niveau du COD, et je crois que c'est une erreur de communication entre la commune et le COD. Non ? On en a parlé au comité de secteur. Une question, on a annoncé à Bonny, c'est ça? On a annoncé à Bonny. Une carte moins. L'intervention communale moins. On ne fait jamais de Bonny. Il y a un boni de 2 000 € dans le compte, comme chaque année. Oui. On fait la gestion, la gestion pour compte. On a rectifié la situation, alors il y a... Je ne saurais pas te donner l'historique, mais c'est clair. Il y a 2 000 € ici, donc ce qui est toujours le cas, puisque toutes les dépenses et toutes les recettes sont reprises par Iselux, et on garde 2 000 € pour gestion de la SBL. C'est chaque année comme ça, en fonction du contrat de concession de gestion. Mais ce que je pense, et là je vais me renseigner pour avoir l'explication exacte, je pense qu'il y a eu en effet un souci au niveau d'une facturation. Et que donc on s'est retrouvé avec un bénéfice plus important que ce qui était prévu, mais c'est une erreur au niveau d'une facturation, mais qui n'est pas due à la gestion du COD, c'est dû à une erreur au niveau du début, je pense. Ça a été rectifié, quoi. Oui, mais je peux te donner l'explication plus précise. Je me rappelle que ça a été dit effectivement à la réunion. Oui, tout à fait. Mais tout est au courant. Ok, c'est bon. D'autres questions? On va passer au niveau des différentes assemblées générales, des différentes intercommunales. Donc voilà, je ne vais pas lire chaque fois la même chose. Donc je vais lire pour le premier, donc le point 8.1, qui est Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 juin, donc ça concerne la l'IDE, donc je vais reprendre une fois l'ensemble des points qu'on doit adopter. Donc c'est que nous marquons notre accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. On charge les délégués désignés pour représenter la commune de rapporter la délibération telle qu'elle a été décidée ici aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. On charge le collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. Donc ça c'est pour le point 8.1 AIVE. C'est la même chose pour le point 9 de l'intercommunale Césiac, donc des A20.
C'est la même chose donc, pour le point 9A, donc Assemblée Générale Extraordinaire, donc toujours pour l'intercommunal Césac des Avens. Le point 9B, donc pour l'intercommunal Idelux. On va arrêter sur une question. Hein. Le point 9C pour Idelux Projet Public. Le point 9D pour Idelux Finance. Et le point 10, donc ici pour l'Assemblée Générale, donc au niveau d'Orèze. Point 11, nous sommes ici pour l'Assemblée Générale de Sophilux. Le point 11A, Assemblée Générale donc de Vivalia. Le point 11B, ici, on vous demande d'approuver donc, la proposition donc, au niveau de la répartition des candidats représentant donc, les associés communaux. Donc, vous savez ici que suite à une décision du gouvernement wallon, les intercommunales vont voir leur nombre d'administrateurs réduit de 30 à 20, avec l'obligation que les conseils d'administration soient représentés majoritairement donc, par des représentants communaux. Et donc ici, on vous propose d'adopter donc la répartition suivante concernant Durbuy. Donc Jean-Marie Carrier, qui est d'ailleurs président donc, de l'intercommunal Vivalia, donc est repris sur le quota donc communal, ainsi que moi-même, j'étais sur le quota provincial, donc je passe sur le quota communal, puisque la répartition au niveau de Vivalia sera de 7 représentants provinciaux et 13 représentants communaux. Vous êtes d'accord sur la nouvelle répartition? Donc, qui donne ici la priorité aux représentants communaux, alors que concrètement la province détient 53% des parts, mais cela a été décidé par la région wallonne. Ça va? Le point 11C, donc c'est l'Assemblée Générale Extraordinaire donc, de Vivalia. Et je pense ainsi que j'en termine avec les Assemblées Générales. Je passe au point 12, donc on vous demande d'adopter un règlement complémentaire de circulation routière au niveau de la passerelle sur la Gère, parce que tout simplement, il y a des petits comiques, mais il n'y a rien de comique, qui utilisent la passerelle avec des éléments donc, motorisés. Donc ici, au point règlement, donc, qui interdit évidemment à tous les véhicules motorisés d'utiliser la passerelle. Ok, évidemment, oui. Au riverain. La motorisée. C'est le panneau C3 quoi, hein, qui est interdit, qui dit tout simplement que la passerelle est réservée exclusivement aux piétons et aux cyclistes à condition qu'ils descendent de leur vélo. Le parking pour l'école, là-haut, on peut aller jusque là quand même. Ah oui, c'est uniquement la passerelle métallique qui était utilisée par des quads et des motos. Et Saint-Vincent-de-Paul, il va encore... Comment? Ceux qui viennent se servir à l'écolier à Saint-Vincent-de-Paul, ils vont aussi continuer à occuper la rue. Quoi. C'est un autre problème. Ici, le point porte sur l'interdiction d'utiliser la passerelle si on n'est pas à pied ou accompagné d'un vélo, mais duquel on est descendu. Où veux-tu qu'ils se mettent? Et quand ils vont chercher leur colis, de toute façon, ils vont le chercher, puis ils s'en vont. Mais ils ont qu'à aller de l'autre côté de la passerelle. Ils bougent tout. Il y a un problème, il y a un gros problème de circulation. Tout le monde s'engouffre et c'est vraiment très problématique. On peut pas faire demi-tour. Il y en a 5 dedans, il y en a 3 qui veulent rentrer. Si on pouvait rentrer dans le magasin avec le véhicule, on le ferait. C'est possible d'aller à la plaine derrière le syndicat et de venir à pied. Quoi. Il faut convaincre que l'information est donnée. Il faut bien le temps. C'est un peu puant, ça, comme remarque. Hein? C'est un peu puant, comme remarque. Parce qu'ils ne travaillent pas, c'est pour ça que tu dis ça. Oui. Je pense qu'il y a aucune urgence pour nous chercher un colis, c'est le bon sens. Bien sûr. Maintenant, par contre, si on est une personne à mobilité réduite, c'est autre chose. C'est beau. Pardon? Si on est une personne à mobilité réduite, ça c'est différent. Le point 12A, donc règlement complémentaire de circulation routière, donc à Neuveville, ben voilà, je suis pratiquement interpellé tous les week-ends parce que les voitures ont pris l'habitude de se parquer de façon anarchique au niveau de la rue Neuveville. Bon, ici, clairement, ce sera réglementé de façon permanente et définitive par un règlement complémentaire de circulation routière. Il faut savoir que lorsque l'on met des panneaux, même provisoirement, on les enlève, on les jette, on les plie. Voilà, et donc ici, on va passer, je vais dire, un petit peu à niveau supérieur et la tolérance, c'est terminé parce que ça crée de gros problèmes. Les véhicules ne savent plus passer, on ne sait plus monter, on ne sait plus descendre. Ce sera donc clairement coulé dans un règlement complémentaire. Okay. Le point
13, on vous demande donc d'approuver ici un projet d'acte de la vente à l'Espérel, donc Grand An. C'est un point qui avait été abordé donc, le 26 juillet 2007 où on avait décidé du déclassement d'une superficie de 54 mètres carrés du domaine public qui passait de le domaine privé de la ville. Et donc ici, on vous demande d'approuver le projet d'acte de la vente de ces 54 mètres carrés pour un montant de 2430 € avec également des frais de 1510 €. Donc c'est un point qui revient ici pour la deuxième fois, mais par rapport à l'approbation qui vous est suggérée du projet d'acte. Okay. Le point 14, aménagement d'Urbinor, acquisition complémentaire. Ben voilà, donc je vais lire le dossier avance bien. Donc on a une réunion avec le bureau d'études désigné par la région wallonne qui est chargé donc d'établir des plans donc, du Vaupont qui enjambera l'Ourthe. Il s'avère que l'acquisition de 744 mètres carrés supplémentaires de la zone de loisirs donc appartenant à la famille d'Ursel est nécessaire de façon à organiser une circulation piétonne fluide et sans entrave. Donc on vous demande ici le principe de l'acquisition de ces 744 mètres carrés au montant estimé donc, par le géomètre assermenté de 20 € du mètre carré. On vous demande également d'approuver les plans dressés par le géomètre. Par la même occasion, si on ne peut pas donc, acquérir à l'amiable, on vous demande donc l'autorisation de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui est déjà fait donc, pour la zone agricole, sur laquelle sera construit donc, le futur parking nord, pour lequel le permis de construire sera déposé dans les prochains jours, ainsi que sera finalisé très prochainement le cahier des charges. Et vous le savez, donc, pour info, que nous sommes en procédure judiciaire et que les différentes conclusions donc, des deux parties seront remises à la fin du mois de juin. Okay. Le point 15 vous demande donc d'approuver le projet d'acte de la vente des lots 2 et 3 donc au lieu des aisances donc à Verlaine. Il s'agit donc des deux lots dont un donc qui se trouve pour visualiser l'endroit là où on fait le grand feu. Il s'agit de deux lots de contenance beaucoup plus petites qui sont certainement dans l'ensemble du lotissement les lots les moins prisés et les moins intéressants. Donc on a un acquéreur donc pour le prix estimé qui est de 54 500 €. J'avais dit en rigolant l'autre fois qu'il faudrait, le jour où ça arriverait, il faudrait peut-être essayer d'aider les jeunes, mais c'est vrai, voilà, ça arrive, et tant mieux pour le lotissement communal. C'est vrai que c'est quand même une activité qui a du succès au niveau de la vie villageoise. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder dans les terrains. Traverser à la route. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient pour qu'on fasse. Pas les chez Valérie. Non, oui, sur le grand feu à gauche en montant, ce sera à droite. Mais il y a les bois, quoi. Tu sais, Laurence, historiquement, le grand feu, si tu te rappelles, se faisait où Michael habite. Et avant ça, il se faisait à l'entrée du village. Ah oui, voilà, mais il faut trouver, oui, parce que depuis là, oui, mais où Michael Jarry, justement, il y avait. Oui, je veux dire. C'est compliqué. Je veux dire, le grand feu a déjà déménagé. Ah, mais c'est pas le souci qui déménage, je sais bien, c'est qu'il déménage, c'est qu'il vit. Et voilà, juste essayer de réfléchir, voir sur le terrain. Dans tous les cas, il n'y aura pas de problème. Le grand feu guidera. Verlaine s'exprime. Voilà. Donc, comme je l'ai dit ici en parlant des résultats de régie foncière, ces lots étaient à vendre depuis plusieurs années. On a vendu 5 lots en quelques semaines. On ne se plaindra jamais de ce qui n'est pas vendu. Ce qui n'est pas vendu reste à vendre, on n'a rien perdu. Le point 16, donc ici c'est un rectificatif, donc la régie foncière va acquérir un lot, donc ici au niveau d'Inzepré, et c'était pas au montant de 7 000 €, donc on vous demande donc d'approuver la modification du montant. C'était une erreur en fait. Le point 17, on vous demande d'approuver le cahier des charges pour la restauration des peintures intérieures donc, de l'église de Durbuy. Donc voilà, l'estimation donc TVA comprise est d'un total de 84 288 €. Et donc, dès que possible, nous rafraîchirons donc la nature de l'église après avoir travaillé de façon conséquente sur l'enveloppe. Je pense qu'un rafraîchissement de l'intérieur dans notre belle vieille ville de Durbuy est plus que nécessaire. C'est en tout cas une décision importante parce que je serais gêné en tant que citoyen de la ville
de permettre aux gens de visiter cette église. C'est clair. Puisque c'est la pastorale du tourisme. Hein? J'ai dit c'est la pastorale du tourisme. Donc c'est vrai, j'abonde dans ton sens, mais je rebondis puisqu'elle dit que les Verlénois s'expriment. Quand vous aurez fini ça, mais là ça peut se faire par ouvriers communaux, il y a la peinture dans l'église de Verlaine qui souffre aussi. Il y a celle de Beaumal, il y a celle de Verlaine, il y en a beaucoup. Il y a celle de Wéris. Voilà, oui. Faire attention. Celle de Wéris. Oui, moi je le dis, voilà. Si vous pouvez inscrire dans votre tableau des peintures Laurent par s'intéresse ouvriers aux communaux. églises, c'est bien. Ben, je n'ai jamais dit l'inverse, moi. Et ceci dit, malheureusement, nous avions 2 peintres, il en reste un qui est pratiquement arrivé à l'âge de la pension. Donc on devra aussi penser à engager un nouveau peintre. Et parce que ceux que nous avions, et celui en tout cas qui va partir à la retraite, était vraiment de grande qualité. Ben oui. C'est un proverbe pour ça. C'est vers chinois. Vous n'avez rien à dire aujourd'hui. C'est un proverbe de quoi? Voilà. Le point 18, donc, on vous propose de reconvertir donc, les closeries en zone d'habitat vert. Vous avez pu voir donc, dans le code été, donc, c'est une possibilité que nous avons. Donc, et ici, je reconnais que si vous avez eu l'occasion de lire les différentes théories qui ont circulé, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Mais que ce soit le directeur général ou moi-même, on a eu l'occasion d'avoir des entretiens plus directs avec la personne donc, de la région wallonne qui gère ces dossiers. On peut vous dire ici qu'il ressort des analyses qui ont été faites que s'il y a une zone qui répond pratiquement à tous les critères pour pouvoir rentrer donc, dans cette proposition de la région wallonne, c'est bien donc, le domaine des closeries. Donc ici, on prend tout simplement donc, la décision de solliciter donc, la reconversion de la zone de loisirs des closeries en zone d'habitat permanent. Pratiquement tous les points sont rencontrés, à l'exception d'un seul qui sera soumis, je vais dire, à l'arbitrage de la région wallonne, mais en tout cas, l'administration nous encourage fortement à rentrer dans ce dossier. Par rapport à d'autres zones, sachez qu'on les a étudiées toutes une à une et que malheureusement pour les personnes qui l'auraient souhaité, les autres zones qui ont été étudiées ne correspondent aucune dans la totalité aux critères requis et en tout cas pour des éléments fondamentaux ne correspondent pas du tout. Donc, sachez qu'il s'agit d'un premier appel à projet, qu'en principe il y aura un deuxième, ce qui nous permettra, je vais dire, d'affiner un petit peu les études qui sont en cours et sachant en tout cas que les décisions qui sont prises aujourd'hui se font vraiment en concertation avec les personnes de la région wallonne qui maîtrisent bien la matière. C'est déjà une bonne chose de s'être engagé en candidat, parce que c'est pour les 200 premiers qu'il s'agit. Il y aura un renouvellement après. Donc ici, les closeries, effectivement, je pense que la majorité des résidents préfèrent que ça reste, que ça devienne une zone verte, quoi, et pas nécessairement une zone habitable. J'ai recueilli quelques témoignages. Ben, une zone, comment dit-on, si on change de plan de secteur. Alors le point qui est en cause, c'est bien celui où il faudrait plus de résidents. C'est ça, oui. Oui, hein. Mais néanmoins, la région wallonne peut statuer sur ce seul critère qui n'est pas vraiment atteint aujourd'hui. S'il n'y a que celui-là, on a peut-être des chances d'y arriver. C'est ce que la région wallonne nous dit. Mais c'est clair qu'ici, on n'a pas la certitude absolue qu'il en sera ainsi, mais en tout cas, on nous encourage à rentrer le dossier. On peut essayer. Oui, parce qu'il y a quand même 40 ménages, ça représente 93 résidents permanents. Je trouve que ce serait quand même vraiment bien de régulariser tout simplement la situation de ces personnes-là. Et enfin, je suis vraiment contente de voir qu'il y a une évolution au niveau du plan de secteur. D'Urguy, on est quand même fort touché, je vais dire, enfin touché, attendons-nous, on est fort concerné plutôt par toutes ces zones-là. Et enfin, on a une piste où on évolue vers le respect de choix de vie. De toute façon, il n'y a pas assez d'habitat, donc il faut bien trouver des solutions. Et ici, on respecte le choix de vie des personnes.
ce n'est que dans une zone, mais il faut aussi que ça ne représente pas des millions d'investissements pour la commune. Donc c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment bien. Enfin, voilà, nous, on signe à 2 mains et on est vraiment très très heureux de cette évolution-là, parce que ça permet de trouver des solutions. Et puis le deuxième appel et tout, enfin voilà, on est vraiment très très favorable à cette évolution du plan de secteur. Et surtout une évolution de mentalité. Et avant-hier, la CCRDM a marqué son engouement également. Oui, c'est une question qui m'a été posée par rapport à la gestion de la station d'épuration. Donc sachez qu'elle est gérée par l'AIVE. Donc elle est gérée par, entre guillemets, les habitants ne cotisent pas, ne paient pas à titre personnel donc la gestion de la station d'épuration. Ça nous rassure d'autant plus. Oui. Et pour les voiries, on a eu la réponse. On se demandait si les voiries étaient gérées par la commune ou si elles étaient privées. Elles sont déjà en tout cas gérées comme si elles étaient privées. Oui, de toute façon, elles sont pas gérées avec des neigements, etc. Mais elles sont. Voilà, on avait une hésitation à la CCRDM. Ah, super. Ce qui fait que tout cela rentre dans pratiquement tous les critères qui nous permettent de rentrer le dossier. Ça va? Merci. Merci. Donc nous sommes au point 19. On vous demande donc d'approuver les conditions donc, et les modes de passation donc, pour à nouveau une nouvelle salle de démolition donc, de biens que nous avons acquis, donc essentiellement au niveau des Maquerelles et des de Pré. Voilà, c'est un dossier qui revient pratiquement chaque année. Okay. Le point 20, on vous demande d'approuver le programme de prendre connaissance en tout cas du programme d'investissement de SPGE 2017-2021. Reconnaissance du réseau d'égouttage plein du Holzec et cahier spécial des charges et marché. Bien oui, le quartier plein de Holzec a été reconnu en zone d'épuration collective afin de préserver les zones de baignade de Noiseux. Nous avons reçu l'AIVE. Ici, on vous propose de ratifier les décisions de l'AIVE, c'est-à-dire d'approuver le cahier des charges, d'approuver l'estimation du coût. On est à pratiquement 90 000 € hors TVA, et le choix de la procédure par l'adjudication publique, et d'approuver au montant de 7 751 € la partie relative à la reconnaissance du réseau plein d'Holzec. Voilà, donc, théoriquement, ces travaux-là interviendront dans le courant de peut-être 2019, mais sûrement 2020. Et je peux vous annoncer, même certifié, que le village de Gemeret devrait arriver incessamment sous peu pour la même formule. Question? Le point 21, donc toujours pour Freddy, AIVE, marché groupé pour l'entretien annuel préventif du réseau d'égouttage. Oui, merci. Vous vous souvenez, parce qu'il y a quand même plusieurs mois qu'on avait décidé d'adhérer au marché de l'AIVE. Et ici, on vous propose d'y adhérer avec les chiffres. Donc, ça nous coûterait un peu plus de 16 000 € TVA compris. Donc, on vous demande de décider de confier à l'AIVE le soin d'organiser les opérations de curage et d'approuver la convention entre la ville et l'AIVE en fixant les modalités d'exécution, tout ceci pour une période de 3 ans renouvelable. Et bien entendu, de financer la dépense. Freddy, c'est pour curer les graisses, etc. de Vieille-Ville? Oui, c'est-à-dire que ça peut être de Vieille-Ville, mais ça peut être Bommage, ça peut être Barbeau. C'est eux qui... Mais ce n'est pas une zone prédestinée, on peut, en fonction des besoins. Qui décident ou qui conseillent avec leurs techniciens. Et comment est-ce qu'ils font? Ils font des endoscopies, ou tu vois comment est-ce qu'ils font pour décider les zones Ben oui, parce qu'ils vont aller curer. Pour aller curer, il faut bien se rendre compte qu'il y a un bouchon. Mais je crois qu'il faut curer avant qu'il y ait un bouchon. Oui, mais enfin, il faut curer quand il y a quelque chose aussi, quoi. Enfin, tu vois comment est-ce qu'ils décident? C'est chouette, mais vu qu'on les paye, c'est intéressant de savoir comment ils font pour décider où agir. C'est eux qui choisissent ou qui proposent les ordres. Qui proposent. Mais je dirais aussi, chacun son métier. Ils sont plus compétents techniquement que... Oui, c'est pour ça qu'on les choisit. Voilà. Ça
D'autres questions? Le point 21A, donc plan triennal 2010, d'égouttage à Beaumal en avenant, donc qui concerne des filets d'eau et le revêtement hydrocarboné. Bien ici, comme vous le savez sûrement, pour le moment, on est en train de poser des égouts à Beaumal, rue Nofio, rue Frère Collet et rue Trieux. Les travaux touchent à leur fin, et je dirais heureusement, surtout pour les gens de Beaumal. La IVE payera pratiquement l'entièreté des tarmac. Nous pourrons avoir un nouveau tapis de tarmac sur toute la voirie. Si ma mémoire est bonne, il faudra que vous payiez plus ou moins 9 000 € de tarmac pour arriver à avoir un tapis partout. Alors, en discussion de chantier, en expertise de chantier, il est apparu que la rue Frère Collet et la rue Trieux, des routes quand même avec des fortes pentes, où on était amené souvent à avoir des réclamations en cas de forte pluie, comme quoi les grenailles des trottoirs des habitants partaient. Et on disait toujours, on ne va rien faire à Beaumal, on ne saurait pas tant que les égouts ne sont pas posés. Puisque le marché ici, les travaux qui sont en train de se réaliser, le marché avait été adjugé, si je tiens bien, en 2015. Donc, on arrive à cette expertise-là et on peut se rattacher au marché de la IVE. Et c'est ainsi qu'on vous propose un avenant et une convention avec la IVE. Dans les négociations, la IVE prend 2,5% de maîtrise d'ouvrage, mais je tiens à souligner que l'auteur de projet ne demande rien. Nous n'aurons pas de frais d'auteur de projet. C'est bien une bonne chose. Donc tout ceci pour on arrive à un estimatif de 164 000 € TVA comprise. Maîtrise d'ouvrage pour la IVE comprise. Et là, c'est des travaux qui devraient se réaliser avant le congé payé. On pense bien couler des filets d'eau dans les deux rues. Hein. Ce sera un travail à mes yeux bien fait et très solide, parce que quand vous pouvez couler des filets d'eau en longueur, là ça ne bouge jamais. Et vous verrez la somme qui apparaîtra dans 15 jours aux modifications budgétaires. Ah, donc on passe aux modifications le 13 juin. Oui, je crois. Oui. Ah, c'est bien. C'est bien de le savoir. Le mondial n'a pas commencé, c'est le lendemain. Le mondial commence quand le lendemain? 14. 14, voilà. Pas d'autres questions? Non, voilà. Le point 22, donc aménagement de cheminement pédestre et d'un parking sécurisé à Durbuy, financé par la région Wallonne et le FEADER 2014-2020, devis de Orez. Oui, mais ici, c'est, vous avez compris, c'est l'aménagement de l'ancien mini-golf, pour dire plus court. Et on vous demande d'approuver le devis de chez Orez de 12 778 TVA comprise pour le déplacement du réseau électrique avenue Hubert Flipart. Voilà. Alors, toujours dans le cadre de ce chantier, Laurence? À La Réunion, là, donc on parle de l'ancien mini-golf, il y aura le parking, mais on avait dit aussi qu'ils avaient demandé pour avoir des lumières sur ce qui va devenir piétonnier, donc ça comprend celle-là aussi. C'est le point suivant. C'est dommage qu'on ne peut pas avoir cet éclairage-là pour cette somme-ci. Voilà, donc le point suivant, c'est effectivement, donc c'est ici au nom donc d'approuver donc le projet de chez Orez, et ça concerne non pas l'enfouissement mais l'éclairage public, Freddy. Oui, mais voilà, et ici on arrive à un devis de 73 000 € TVA comprise
En effet. Ce sera très beau. Oui. Peut-être dire un peu où on en est. Oui. Au début, j'avais peur parce que ça n'avançait pas. Ils travaillaient essentiellement avec des fouilles. Mais enfin, j'ai la promesse verbale pour que, avant les congés payés, le parking soit réalisé et opérationnel. Le parking, le parc à conteneurs, on n'y arrivera pas avant les congés payés. Mais ce qui veut dire qu'on aura un parking pour la saison touristique, c'est rien. Enfin, c'est quelque chose qu'on exigeait, hein, mais vous savez, on l'exigeait, mais l'entreprise aurait pu ne pas y arriver sans être pénalisée. Hein. C'est parce qu'il faut quand même des efforts. Voilà, alors au niveau, on va changer l'éclairage public, on disposera des caméras et on mettra tout l'aménagement pour pouvoir intégrer des haut-parleurs. Et aussi une toilette publique. Et ça aussi, c'est... Dans les poubelles, la toilette publique? Non, la toilette publique, pour faciliter aussi de la raccorder aux oui, il y a l'eau, hein, il y a de l'eau aussi. Il faut, on la mettra juste avant le bâtiment en pierre du syndicat. Ah, il y a un point d'eau là-bas. Mais on va opposer que ça se soit suivi. T'as vu quand même, hein, quelle collaboration, c'est extraordinaire. Ah, c'est le feuilleton. C'est magnifique. Et il y aura les rodateurs qui seront placés aussi? Ah bah oui, bien sûr. Ils seront opérationnels, mais complètement, quoi, rodateurs compris. Voilà, donc le point 24, c'est justement, Freddy, le raccordement donc, de ligne proposé par la Société Wallonne des Eaux. Ici, ce n'est pas trop cher, on est à 1771 € TVA compris, et on aura deux compteurs. Un compteur pour la commune et un compteur pour le syndicat. Et la toilette publique, elle est dans quel budget? On les a annulés. Rendez-vous le 13 juin. C'est vrai que les dépenses OMB sont des dépenses d'opportunité. C'est bien. Pour ça. Hein. C'est un coût estimé à 40 000 €, mais on espère arriver à moins. C'est les auto-nettoyantes, là. Ouais. Il y aura un cahier de charges aussi. Et donc, si ça donne satisfaction, on en aménagera également donc, dans le cadre de la rénovation du parc Roi-Baudouin, on en mettrait là aussi, de ce côté-là. Ce serait bien, comme ça le mini anticlinal arrêterait d'être arrosé. Voilà. Quoique. Ah, il est fort lavé aux périodes de ce marché de Noël. Hein. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. On a une réunion de chantier lundi et l'éclairage actuel, je ne suis pas allé revoir depuis lundi après-midi, mais théoriquement il devait être démonté mardi ou mercredi par horaire, donc il n'y a pas d'éclairage public, mais horaire s'engage à mettre 3 lampes d'éclairage public de récupération. Avenue Philippard? Oui, comme ça, il y aura quand même un éclairage sommaire et une sécurité garantie. Oui, parce qu'ils font l'aller en fête le 15 juin. Non. Ils l'ont annulé? Ils ont spontanément proposé de l'annuler, de la réintégrer dans une autre manifestation plus importante plus tard. Ah, lors de l'inauguration, un truc comme ça. Mi-septembre? Probablement avant le 14 octobre. C'est bonne guerre. Ah oui, mais tu vois, c'est ça quand la tu parlais proposition vient d'éclairage. d'être Mais tant mieux, mais c'est vrai que tu vois, je me dis, tiens, comme ils vont faire l'allée en fête, pour le point de vue éclairage et tout, tu devances toutes mes pensées ce soir, Freddy. C'est un dossier, un chantier qui est dur, hein, c'est sûr. Donc, Freddy peut se rafraîchir pas trop loin. Oui, il suffit de traverser. Bon, mais des fois qu'il y a
même pas avoir traversé. Voilà, donc on a fini de parler de notre ancien Guigol, on va passer au point 25, adhésion au marché portant sur l'accord cadre de fourniture de livres et autres ressources du ministère de la Communauté française. Donc voilà, on vous propose d'adhérer au marché conclu par la Fédération Wallonie-Bruxelles avec l'association momentanée de librairies indépendantes pour une durée de 4 ans. C'est pour les achats de la bibliothèque. Oui, oui. C'est pas contraignant, hein, donc on verra les opportunités qui se présenteront. De toute façon, actuellement, on achète plutôt local et régional, donc c'est Marche, Liège, parfois Bruxelles. Donc ce n'est pas exclusif, on pourra toujours... Ah oui, on peut toujours fonctionner comme on veut. En fonction de l'opportunité, on pourra passer par là. Okay. Le point 27 vous demande donc ici de décider d'adopter donc le rapport urbanistique et environnemental ainsi que le schéma d'aménagement et de la déclaration d'environnement relatif à l'aménagement de la zone de parc Petite Somme. Vous savez ici qu'il y a pas mal de propositions qui viennent régulièrement donc, dans cette zone-là, et ici donc, la direction de l'urbanisme d'Arlon a demandé qu'on établisse un RUE de façon à avoir un peu une vision globale des choses et non pas de travailler au coup par coup. Alors, donc ici, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier l'ensemble du rapport, mais on vous demande donc ici d'y adhérer. Okay. D'accord. Le point 27, donc création d'une nouvelle voirie à Isier. C'est le cadre ici d'un lotissement privé. Donc il est nécessaire de créer une nouvelle voirie pour desservir ce lotissement. Donc le dossier de permis a été déposé, mais il est encore incomplet, ce qui n'empêche pas donc de régler au préalable la question de voirie. L'enquête publique a été réalisée, s'est terminée le 22 mai sans réclamation, et donc le Conseil est invité à se prononcer sur la création de nouvelles voiries suivant le tracé qui était ici annexé au dossier. C'est plutôt Le lotissement. Oui, mais la voirie pas. La voirie devient publique. Oui. Il deviendra. Et alors il y aura des propositions de nom. Des propositions? Pour désigner la voirie, ce sera simplement le même nom que celle sur le plan, considérant qu'elle se prolonge, ou il va y avoir un nouveau nom de voirie? Je pense que le point du baptême n'a pas encore été abordé. Et les habitants, ils aiment toujours bien participer au... Hein, c'est juste. Petite enquête. Oui, j'ai regardé dans le dossier, je me dis, tiens, ils n'ont pas encore mis le nom. J'ai demandé à Chantal aussi, je dis, ah, tu as une suggestion pour Isier? Elle me dit, ah, c'est pas quand même. Voilà, il n'y a eu aucune remarque sur l'enquête publique? Non, il n'y a pas eu. L'enquête publique a été réalisée du 19 avril au 22 mai, pas de réclamation. Ok. Le point 28, ici donc recrutement d'un gestionnaire comptable et budgétaire. Donc on vous demande ici d'approuver donc les conditions. Là je ne vais pas les lire, hein, donc vous avez l'occasion donc de les lire lorsque vous avez pu découvrir les différents dossiers. Est-ce que vous acceptez donc la procédure de recrutement? Oui, petite question, les candidatures sont à rentrer pour quand? Les candidatures sont déjà terminées. Donc, nous avons parallèlement lancé la consultation. Et on met les conditions, on passe les conditions aujourd'hui et les candidatures sont déjà finies. C'est normal. Ce n'est pas tout à fait normal, mais en fait... il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, je dis on le passe aujourd'hui, je te dirai quoi? Oui, tout à fait, mais non, il s'agit d'un recrutement contractuel. En principe, le dossier doit passer au conseil communal, mais les chefs de tutelle ont estimé que vu l'importance du poste, il était judicieux de faire passer des conditions au conseil communal. Donc on s'y est soumis de bonne grâce. Oui, enfin, pour le fun, quoi, parce que si les candidatures sont déjà clôturées, ça ne fait pas grand-chose. Les conditions sont évidemment des conditions tout à fait traditionnelles, et les conditions de compétence qui sont normalement justice pour ce poste. Oui, ça oui. Donc il n'y a pas en fait d'autre choix possible que le type de diplôme qui est requis. Mais donc s'il y a des intéressés, c'est too late. La publicité, Pardon? la publicité était bien faite. Oui, je ne dis pas ça, hein, mais... Dans les organes nationaux et régionaux, et nous avons reçu à ce qu'elle soit de lecture. Okay. Et l'engagement, c'est pour quand? Dans les meilleurs délais. Oui, enfin, on a eu l'occasion de faire un budget avec Paul, mais que Paul ait au moins un peu le temps de briefer le ou la nouvelle, quoi. L'objectif est de pouvoir engager la personne au plus vite. Ah oui, voilà. Il va nous manquer, Paul.
Ça c'est sûr, mais il a promis qu'il reviendrait. Le 15 novembre. Le 15 novembre pour son anniversaire. Ouais. Merci. Donc ici, je pense que se termine donc la partie publique. Voilà, merci de votre participation.